Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'essentiel sur les états de la matière. La matière constitue tout ce que nous pouvons observer et toucher autour de nous, que ce soit une chaise, que ce soit une table, un être humain, un animal, un arbre, que ce soit l'air qu'on respire, l'eau que l'on boit. Tout cela constitue la matière. On devrait même plutôt parler des matières, parce qu'effectivement, tout ceci est composé de multiples matières. Parmi ces multiples matières, nous avons défini un certain nombre de matériaux. Alors, il faut comprendre qu'un matériau, c'est une substance naturelle ou artificielle que l'homme utilise pour fabriquer des objets. La fin est importante. Un matériau sert à fabriquer des objets. Donc ça ne concerne pas forcément toutes les matières. Ces matériaux ont été divisés en 5 familles. La première seront les matériaux organiques. Ils sont issus des êtres vivants, des plantes ou des animaux. Ça peut être par exemple le cuir, la laine, le coton, le bois ou le papier. Il y a la famille des métaux, donc les matériaux métalliques. Donc là-dedans, nous allons retrouver l'argent, le cuivre, l'aluminium, l'or, le fer, etc. Et les mélanges de ces différents métaux, comme le bronze, l'étain ou le laiton. Nous avons aussi les matériaux minéraux, qui vont concerner toutes les roches, les verres ou les céramiques. On mettra dans cette famille le sable, les pierres, le diamant, la porcelaine, etc. Les matériaux plastiques. Alors les matériaux plastiques, ils sont spécifiques car ce sont des matériaux que l'on dit synthétiques, c'est-à-dire ils n'existent pas à l'état naturel, ils sont fabriqués par l'homme, souvent à partir du pétrole. Par exemple le polyester, le polystyrène, le PVC, le nylon. Et enfin la cinquième famille, c'est ce qu'on va appeler les matériaux composites, qui combinent plusieurs matériaux des différentes familles que nous venons de voir. Comme exemple, on peut citer le béton armé, qui va utiliser des matériaux minéraux et des matériaux métalliques. Ou alors quand on fait un mélange de résine avec des fibres de carbone. Là, on va utiliser des matières plastiques avec des matériaux organiques. Donc voici les 5 familles qui permettent de classer les différents matériaux. Il faut savoir que cette classification n'est pas unique. Si vous trouverez parfois une classification où les matériaux organiques et plastiques sont classés dans la même famille. Parce qu'en réalité, ils sont tous fabriqués à partir de carbone. Voilà. Mais cette classification est la plus répandue et permet, voilà, de classer les différents matériaux qui existent pour fabriquer les objets que nous utilisons. Tous ces matériaux et toutes les matières en général vont exister sous plusieurs formes. Et ces formes sous lesquelles peuvent exister vont s'appeler des états. Et il va y en avoir 4. Le premier état que l'on va trouver pour la matière, ça va être l'état solide. Par exemple une roche. Nous pourrons trouver aussi l'état liquide. On peut prendre comme exemple l'eau, l'eau qui coule du robinet, l'eau d'un lac, l'eau d'une rivière. Nous allons trouver aussi l'état gazeux. L'état gazeux, ici sur l'image, c'est représenté par l'atmosphère de la Terre, l'air que l'on respire, ou alors là ici un gaz coloré en violet, c'est du diode, qui est dans un Erlenmeyer. Et nous avons enfin le quatrième état qui est l'état de plasma, que l'on rencontre par exemple dans les éclairs, ou alors qui est à l'origine de la création des aurores boréales. Nous avons ici les 4 états sous lesquels on peut trouver les différentes matières, et il faut préciser que sur Terre, nous allons trouver principalement 3 états: l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. La très grande majorité des matières se trouve dans ces 3 états-là sur Terre. L'état de plasma est assez rare sur Terre, comme on le voit ici, on peut le trouver dans les éclairs, il est à l'origine des aurores boréales, on peut le trouver quand on parle des écrans plasma, voilà. Mais c'est quelque chose de très rare. En réalité, l'état de plasma, on va le trouver très majoritairement dans l'espace, dans l'univers, en dehors de la planète Terre. C'est-à-dire que sur Terre, la très grande majorité de la matière est dans les états solides, liquides ou gazeux, et dans l'espace, c'est l'inverse. La très grande majorité de la matière est à l'état de plasma, et on va trouver en très petite quantité du solide, du liquide ou du gaz. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, et au collège en général, on va se concentrer davantage sur les états solides, liquides et gazeux. Toutes les matières qui existent vont pouvoir se trouver dans un de ces états. Il va falloir être capable d'identifier ces états.
C'est pour ça qu'on a défini et qu'on a reconnu un certain nombre de caractéristiques qui permettent de reconnaître et d'identifier les états solides, liquides, gaz et plasma. Le premier état que nous allons considérer, c'est l'état solide. Si on prend l'exemple d'une roche, quand on fait tomber un solide, par exemple la pièce de Lego ici, ce qu'on constate, c'est qu'il avait une forme de pièce de Lego au départ. Quand il tombe, il a toujours une forme de pièce de Lego. Et quand il est dans le récipient, il a toujours sa forme de pièce de Lego. Ça constitue une des caractéristiques de l'état solide, c'est qu'il a une forme propre. Et une conséquence de cela, c'est que comme il garde sa forme, il occupera dans l'espace toujours la même place. Et comme la place qu'occupe un objet dans l'espace, ça s'appelle son volume, on mettra comme deuxième caractéristique qu'un solide a un volume propre. C'est-à-dire qu'il a un volume à lui qui sera toujours le même. De même que pour sa forme. Voilà. On reconnaîtra donc l'état solide à ces deux caractéristiques. L'état liquide, par exemple l'eau du robinet, l'eau d'un lac, l'eau d'une rivière, on constate que si on la verse, dans l'exemple ici, on prend l'eau d'une bouteille qui a donc une certaine forme, l'eau dans la bouteille a une certaine forme, quand on verse cette eau, on observe qu'elle change de forme, elle peut prendre la forme de gouttes, plus ou moins sphériques, la forme d'un filet d'eau. On constate aussi que quand l'eau tombe dans le récipient, elle prend la forme du récipient, ou alors elle a une forme mouvante, ça bouge, ça fait des vagues. Ce qui va nous donner une des caractéristiques de l'état liquide, c'est que lui, par rapport à l'état solide, il n'a pas de forme propre. Le liquide va prendre la forme du récipient qui le contient. On va maintenant se poser la question, puisque pour l'état solide, il avait une forme propre et il conservait son volume, on va se demander maintenant pour un liquide, s'il n'a pas de forme propre, est-ce qu'il va conserver son volume ou pas? Pour vérifier ça, nous prenons un volume de liquide dans un récipient, donc ici nous avons pris un demi-litre d'eau du robinet, et nous allons transférer cette eau dans un autre récipient. Nous savons déjà que la forme va changer, elle va prendre la forme du nouveau récipient, et on va mesurer le nouveau volume du liquide dans ce nouveau récipient. Et on constate, à l'imprécision des graduations près, que le volume est le même. Nous avions un demi-litre au départ, nous avons un demi-litre à la fin. Nous pouvons tirer comme conclusion de cette expérience que le liquide a un volume propre. Quelle que soit la forme qu'il prend, il va conserver son volume. On avait un demi-litre au départ dans le premier récipient, on a toujours un demi-litre à la fin. Et pour en terminer avec les propriétés, les caractéristiques de l'état liquide, il faut préciser que la surface libre d'un liquide, c'est-à-dire la partie du liquide qui est en contact avec l'air, est toujours horizontale, c'est-à-dire perpendiculaire à la verticale du lieu. Et ce, quelle que soit la position du récipient. Même si on incline le récipient, la surface libre du liquide est horizontale. Il faut préciser aussi que ce liquide doit être au repos. Donc la dernière propriété de l'état liquide, c'est que la surface libre d'un liquide, au repos, est horizontale. Cela voudra dire que quand on veut schématiser un liquide dans un récipient, il faudra bien faire attention à toujours représenter sa surface horizontale avec une règle, sans se préoccuper de l'inclinaison du récipient. Même si le récipient se divise en deux, du moment que les parties communiquent, la surface du liquide sera horizontale. L'état gazeux qui est représenté ici par l'atmosphère de la Terre, l'air que l'on respire, qui est en fait un mélange de gaz. C'est pas un gaz pur, c'est un mélange de gaz, mais ça reste l'état gazeux. Pour étudier l'état gazeux, nous allons utiliser une seringue que l'on bouche à son extrémité et qui contient de l'air. L'air est donc enfermé dans la seringue, il n'y a pas d'air qui peut rentrer ou sortir. Nous allons appuyer sur la seringue et on constate que, même si ça devient de plus en plus dur, on peut diminuer la place que prend le gaz. Et quand on relâche le piston, naturellement, tout seul, le piston reprend sa position de départ. On peut faire en sens inverse, c'est-à-dire qu'on peut aussi augmenter la place qu'occupe le gaz. Et quand on relâche le piston, il reprend sa place. Ces différentes petites tests, ces différentes petites expériences
mettre en évidence une première caractéristique du gaz, à savoir qu'il n'a pas de forme propre. Effectivement, on voit que si on appuie sur un gaz, on va pouvoir le déformer. Hein, on peut le voir aussi avec un ballon de baudruche, par exemple, qu'on peut écraser dans tous les sens et donc changer sa forme. Le gaz n'a donc pas de forme propre. Le gaz n'a pas de volume propre, nous venons de le voir avec la seringue. Il occupait un certain volume, une certaine place, et en appuyant sur le piston, nous avons pu réduire ce volume. Nous avons donc changé son volume. Il n'a pas de volume propre. Et en plus, il prend la forme du récipient qui le contient. En procédant à une autre petite expérience, nous avons enfermé dans le récipient du bas un gaz coloré violet, le diode, et on lui donne d'un seul coup un peu plus de place. Et ce qu'on observe, c'est que le gaz, le diode, va remplir le récipient du haut. C'est une troisième propriété des gaz, c'est-à-dire qu'ils occupent tout l'espace disponible. Contrairement à un liquide qui est toujours en bas du récipient à cause de la gravité, le gaz, lui, va occuper tout l'espace qu'on lui donne. Et on peut ajouter, comme autre propriété pour les gaz, qu'ils sont compressibles, c'est-à-dire qu'on peut diminuer leur volume, nous l'avons vu avec la seringue. Ils sont expansibles, c'est-à-dire là c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut augmenter leur volume. Et ils sont élastiques, c'est-à-dire qu'ils reprennent leur volume quand on relâche la contrainte. C'est-à-dire que là on a par exemple appuyé sur le gaz, on l'a comprimé, quand on relâche, il reprend son volume initial. Un peu comme en élastique, qu'on étire et quand on le lâche, il reprend sa forme de départ. Tout ceci constitue les différentes propriétés qui permettent d'identifier l'état gazeux. Je rajoute une petite précision par rapport au cas spécifique de l'eau. Souvent, vous pourrez trouver comme représentation de l'eau à l'état gazeux un nuage. Or, il faut bien savoir que l'eau à l'état gazeux, qu'on appelle la vapeur d'eau, est un gaz invisible. Il ne se voit pas. Donc quand vous voyez un nuage, effectivement vous le voyez ce nuage, il ne peut pas être constitué de vapeur d'eau, c'est-à-dire d'eau à l'état gazeux. Et effectivement, un nuage n'est pas constitué d'eau à l'état gazeux, il est constitué d'eau à l'état liquide sous forme de microscopiques gouttelettes d'eau. Donc ça, gardez bien en tête que si vous voyez quelque chose, c'est forcément que ce n'est pas de l'eau à l'état gazeux. Ce sera liquide ou solide, mais pas à l'état gazeux, car l'eau à l'état gazeux, la vapeur d'eau, est invisible. Voilà, ça c'est une propriété qui est spécifique à l'eau, mais il faut l'avoir en tête. Et en dernier, l'état de plasma. Alors je vous avais dit qu'au collège, on n'étudierait pas beaucoup l'état de plasma, principalement les états solides, liquides et gazeux. Il faut savoir qu'il a déjà les mêmes propriétés que l'état gazeux, auxquelles vont se rajouter d'autres propriétés, mais que nous ne détaillerons pas ici. Nous allons juste observer que l'état de plasma peut être très esthétique, très beau à regarder. Par exemple, les boules à plasma ici, c'est-à-dire c'est une boule à l'intérieur de laquelle il y a un plasma, et ce qu'on observe là, ici, les espèces de tentacules, c'est le courant électrique qui peut passer à l'intérieur du plasma. Et on illustre aussi ici l'état de plasma par les aurores boréales. Ici, nous avons des photos qui ont été prises par Joe Capra, qui est un photographe, qui a pris des photos en ce qu'on appelle en time-lapse, c'est-à-dire à intervalles de temps réguliers, de différentes aurores boréales au Groenland et en Islande, pour montrer le mouvement de ces aurores, hein, qui sont constituées par le vent solaire, c'est-à-dire un plasma qui est émis par le soleil et qui vient percuter l'atmosphère terrestre à chacun des pôles, pôle nord et pôle sud. Et ça donne ces magnifiques draperies colorées dans le ciel. Donc ça, il faut comprendre que c'est pas un plasma, c'est un plasma qui est à l'origine de cette manifestation. Les différentes matières vont donc exister sous ces différents états, et il faut savoir qu'une même matière, par exemple l'eau, va pouvoir passer d'un état à un autre. C'est-à-dire que chaque matière peut exister dans chacun de ces états. Et une des manières de faire passer une matière d'un état à un autre, c'est de faire varier la température. Et quand une matière passe d'un état à un autre, ça s'appelle un changement d'état.
On va s'intéresser ici au cas particulier de l'eau. À l'état solide, c'est la glace. À l'état liquide, on l'appelle généralement tout simplement l'eau. Et à l'état gazeux, on l'appelle la vapeur d'eau. En faisant attention, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'un nuage n'est pas constitué de vapeur d'eau. Si on veut passer de l'état solide à l'état liquide, puis à l'état gazeux dans cet ordre, il va falloir chauffer. Effectivement, l'état solide est toujours plus froid que l'état liquide, qui est toujours plus froid que l'état gazeux. Et quand on va passer de l'état solide à l'état liquide, on va appeler ça une fusion, c'est le nom de ce changement d'état. Quand on passe de l'état liquide à l'état gazeux, on va appeler ça une vaporisation. Alors il existe deux types de vaporisation, par ébullition ou par évaporation. Ébullition, c'est quand on fait chauffer de l'eau, par exemple dans une casserole, qu'on veut faire des pâtes, il y a des bulles. Et l'évaporation, c'est quand l'eau s'évapore à température ambiante, quand on fait sécher du linge par exemple, il est humide, et au bout d'un certain temps, il n'est plus humide, l'eau est partie, sous forme de vapeur d'eau. Et si on veut aller en sens inverse, passer du gaz au liquide, puis du liquide au solide, cette fois-ci, il faut refroidir. Quand on passe de l'état gazeux à l'état liquide, on appelle cela une liquéfaction. Et quand on passe de liquide à solide, on appelle cela une solidification. Je vous ai dit au collège, on se concentre sur les états solides, liquides et gazeux. L'état de plasma, en fait, c'est un état qui ressemble au gaz et qui est plus chaud, qui serait situé encore plus chaud. Nous avons pris pour exemple ici l'eau, qui peut exister donc à l'état solide, liquide ou gazeux, mais ceci est vrai pour n'importe quelle matière. Si je prends du fer, dans la vie courante, le fer est à l'état solide, mais si vous le savez, si on chauffe très fort du fer, alors plus fort que l'eau, on peut le faire passer à l'état liquide. Des roches, on peut les faire passer à l'état liquide. Dans les volcans, on appelle ça la lave, on appelle ça la roche en fusion. Et si on chauffe encore, on peut passer à l'état gazeux. On peut avoir du fer à l'état gazeux. Il suffit de chauffer suffisamment. Donc ceci est valable pour toutes les matières. Voilà, nous avons fait le tour de l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur les états de la matière. Il faut donc connaître les différentes familles de matériaux que nous avons définies au départ. Bien se rappeler qu'un matériau est une substance qui sert à fabriquer des objets. Il faut ensuite connaître les 4 états, solide, liquide, gaz et plasma, connaître leurs propriétés pour pouvoir les reconnaître, et il faut bien comprendre ce sur quoi nous avons terminé, c'est-à-dire que pour passer d'un état à un autre, il suffit de changer la température. Et enfin, il faut connaître les noms des changements d'état. Quand on passe de solide à liquide, c'est une fusion. Quand on passe de liquide à solide, c'est une solidification, etc. Et avec cela, vous aurez l'essentiel sur les états de la matière.